Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Débat Capital consacré aujourd'hui à la question délicate des éoliennes. Fin mai, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, soulignait l'importance de développer l'éolien afin d'atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE. Il n'en fallait pas davantage pour raviver évidemment les foudres des anti et des opposants aux éoliennes. L'éolien est-il la promesse d'un avenir décarboné et propre? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du Débat Capital deux experts des questions énergétiques. Patrice Carr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous êtes auteur notamment d'un livre récent qui s'appelle « La peste éolienne ». Vous êtes un ancien haut fonctionnaire de Bercy, ancien inspecteur des finances. Et monsieur Alexandre Roche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables, et donc la question des éoliennes, vous connaissez bien. Et donc on est ravis de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Et tout de suite, notre première question. En moins d'une dizaine d'années, le parc éolien français s'est beaucoup étoffé. Quelques 8000 éoliennes terrestres sont apparues sur 1380 parcs, notamment dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Dans ce contexte, peut-on dire que les éoliennes défigurent les paysages? Et si on va un peu plus loin, est-ce que ça fait perdre de la valeur au foncier? Alors, je voudrais d'abord dire deux choses. La première, c'est que je suis un auteur indépendant. Je ne représente personne, je ne suis payé par personne, je ne roule pour personne. Mon seul intérêt, mon seul objectif, c'est l'intérêt de notre pays. J'essaye d'être le représentant de l'intérêt général. Ce qui, pardonnez-moi de vous le dire, cher monsieur, introduit peut-être une petite différence entre les deux interlocuteurs, c'est que monsieur Roche, il fait son métier, je vais pas le lui reprocher, mais il est payé pour défendre un intérêt particulier, qui est celui de la profession éolienne. La deuxième chose... Ça ne nous empêchera pas d'être honnêtes intellectuellement tous les deux, j'en suis absolument certain. Je n'en doute pas. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que mon livre et mes propos d'aujourd'hui concernent la France. Il y a d'autres pays, l'Allemagne par exemple, ou des pays tropicaux qui sont dans des situations différentes, appelant des diagnostics différents. Là, aujourd'hui, c'est la France. Alors maintenant, je réponds à vos questions. Bon, la défiguration du paysage, elle est évidente. Je pense que les Français n'en ont pas encore pleinement pris conscience, parce que quand ils se promènent, ils voient des éoliennes qui sont quelquefois un peu anciennes, qui n'ont que 100 mètres ou 120 mètres de haut, pales comprises. Mais depuis, on a bien progressé, si j'ose dire. Et maintenant, nous avons des projets qui font 240 mètres. Donc la profession éolienne, manifestement, a l'ambition d'égaler la tour Eiffel avec ses 300 mètres. Donc il y a vraiment un problème de hauteur et de défiguration. Et puis je dois aussi constater que l'éolien ne respecte rien. Sur les sites les plus sacrés, on n'hésite pas à implanter ces grandes structures de fer. Exemple un peu extrême, la montagne Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence, Cézanne, la magnifique basilique de Saint-Maximin à côté, en face le massif de la Sainte-Baume avec son pèlerinage plus que millénaire, on implante 22 éoliennes, elles sont là. Elles sont là. Et est-ce qu'on va arriver à les déraciner? Je ne sais pas. En tout cas, j'y emploie une partie de mon énergie. Donc il y a vraiment un problème de destruction des paysages qui est très grave et qui affecte non seulement le genre de vie des Français, le plaisir des Français, mais aussi l'une des bases de notre tourisme. Alors j'en viens à la question subséquente. Est-ce que ça a une influence sur les valeurs des biens, les valeurs des maisons? La profession éolienne est en plein déni là-dessus. Elle répète contre l'évidence, année après année, que, bien entendu, les éoliennes n'ont aucun effet sur les valeurs. Bon, c'est contraire au bon sens. Qui veut vivre à quelques centaines de mètres d'une éolienne? Alors, on manque un peu de chiffres. Mon constat... Il y a quand même 10 ans que je m'occupe d'éoliennes. Mon constat, c'est que les maisons les plus proches des éoliennes ou les maisons les plus emblématiques ne se vendent pas du tout. Donc, dépréciation 100%. Un exemple, un grand château dans le Maine-et-Loire qui s'appelle le château de Falloux, restauré très bien par des Américains. Un projet éolien arrive, les Américains dégoûtés mettent leur château en vente. Un Allemand, fortuné sans doute, s'intéresse à ce château et renonce à cause du projet éolien. Ceci il y a 1 an.
Depuis, à ma connaissance, le château n'a toujours pas trouvé preneur. Alors ça, c'est un exemple. On pourrait en trouver beaucoup d'autres. Alors ça, c'est pour ce qui est proche ou ce qui est emblématique. Et puis ce qui est moyennement proche, d'après quelques décisions de justice que j'ai analysées, moi je trouve une dépréciation de 40%. Donc, en moyenne. Hein. Donc la dépréciation est vraiment très lourde. Et d'ailleurs, les gens qui sont affectés par des enquêtes publiques le comprennent et en ont très peur. Merci. Alors, Monsieur Roche, du coup, beaucoup de choses là. Oui, vous mentionniez tout à l'heure la Tour Eiffel. On n'est pas du tout sur les hauteurs encore de la Tour Eiffel, et on n'y sera sans doute pas. Mais par contre, c'est intéressant comme exemple parce que c'était quelque chose que les gens avaient à l'époque souhaité démonter. Finalement, la Tour Eiffel, c'est devenu, je pense, le symbole de Paris, de la France, et peut-être du progrès à l'époque lorsqu'elle avait été construite en 1889 pendant l'exposition universelle. Et je pense que les éoliennes aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez symbolique aussi, c'est le symbole de la transition énergétique, ça se voit en effet dans le paysage, on ne va pas le nier, mais le développement des parcs éoliens aujourd'hui se fait à travers tout un processus d'études d'impact, et dans ce processus d'études d'impact, il y a un volet très important qui concerne le paysage justement. Et donc, l'objectif de cette étude d'impact paysagère, c'est de pouvoir positionner les éoliennes de manière à une bonne intégration justement de ces champs dans le paysage. Alors juste pour répondre directement à ce que disait M. Cart concernant les sites, on va dire, sacrés, je dirais plutôt historiques, ou voilà. Sur les monuments historiques, sur les parcs qui pourraient s'installer à proximité de monuments historiques, par exemple, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement consulté. Donc, il n'y a pas de projets qui se font à proximité d'un château, comme vous le mentionniez tout à l'heure, sans que l'architecte des bâtiments de France ait pu se prononcer sur le sujet. Et ça, c'est par ailleurs un autre élément du processus. Hein. On développe de l'éolien en France sur 7-10 ans. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, et c'est bien parce qu'il y a toutes ces étapes-là que ça met autant de temps. Et l'autre élément important, c'est que, in fine, c'est le préfet, représentant de l'État, qui va autoriser ou pas un projet éolien, au regard de son impact paysager, pour revenir sur ce sujet, au regard de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et au regard de toute une autre série de choses. Évidemment, vous parliez des distances de 500 mètres aux habitations, mais il y a tout un volet évidemment de protection de la biodiversité, de la vie faune, etc. Lorsqu'un projet est en phase de gestation, il y a d'abord des dialogues, on va dire, informels, avec en général les élus, les personnes qui sont propriétaires des terrains, alors ça peut être soit la commune, soit un propriétaire privé, et puis ensuite, plus on avance, bien sûr, il y a une enquête publique qui est menée, lors de laquelle les communes d'implantation et les communes limitrophes sont également consultées. Tout ça, c'est évidemment, là aussi, un processus qui est très cadré. Hein. Le droit à l'information en France est quelque chose de très développé. C'est d'ailleurs une obligation européenne, soit dit en passant. Donc, tout ce processus-là, aujourd'hui, il conduit à ce qu'il y ait beaucoup d'allers-retours et beaucoup d'itérations, en fait, et qu'un projet, en effet, peut-être qu'au début, le promoteur a pu peut-être mal le dimensionner, et on a déjà vu plusieurs fois des projets être redimensionnés, être repositionnés, justement pour tenir compte de l'impact paysager. Quant à la question de l'impact sur l'immobilier, M. Carrard disait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Nous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui sur ce sujet. Il n'y a pas de faisceau d'indices. Vous parliez de bon sens, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement que raisonner à partir du bon sens. C'est important, le bon sens, mais la valeur d'un bien immobilier aujourd'hui, elle dépend de plein de facteurs différents. Il y a évidemment la localisation du bien. Je veux dire, quand on veut acheter un appartement ou une maison, en général, on dit il y a 3 sujets importants, la localisation, la localisation et la localisation. Donc c'est un facteur évidemment très déterminant, mais il y a également derrière les services autour de cette habitation. Est-ce qu'il y a une crèche municipale ? Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport, etc. Et on voit qu'il n'est pas évident d'identifier un effet spécifique d'un seul facteur par rapport aux autres facteurs. Et typiquement l'éolien dans certaines zones qui peuvent être aujourd'hui un peu en perte de vitesse en termes de services, par exemple, en termes de crèches, en termes de choses comme ça, en apportant des revenus additionnels à la commune, peuvent permettre d'apporter ces services-là. Et donc, c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte dans l'étude. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, en effet, c'est d'une analyse peut-être un peu plus systématique de ce sujet. Et l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a été missionnée justement par le gouvernement pour creuser ce sujet,
on comprend qu'on devrait avoir des résultats au courant de cette année, ce qui permettra sans doute d'éclairer un peu plus le sujet. Mais en tout cas, on n'a pas de faisceau d'indices démontrant, à l'heure où on se parle, un impact significatif, ou en tout cas significativement négatif, de l'éolien sur la valeur de l'immobilier. Je peux répondre sur 3 points seulement. La tour Eiffel, on l'aime parce qu'elle est unique. Vous en auriez des centaines, mais vous la détesteriez. Ensuite, l'architecte des bâtiments de France, il faut être bien clair que son avis n'est pas contraignant pour le préfet. Il est contraignant seulement jusqu'à 500 mètres. Bon, 500 mètres, c'est rien. Au-delà, c'est un avis sur lequel le préfet peut s'asseoir. Et je vois tous les jours des préfets qui s'asseyent sur l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France. Donc vraiment, les monuments sont en péril de ce point de vue. S'il souhaite, le préfet ne prend pas sa décision sans justification. S'il souhaite revenir sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, il devra le justifier. Donc, non, il ne le justifie pas. Enfin, il le justifie. D'ailleurs, la prise en compte de l'avis de la commune lors de l'enquête publique. Les préfets ne sont pas des magistrats, les préfets sont sous les ordres des ministres, en particulier le ministre de la Transition. Bon, ils reçoivent des ordres. Alors je vais vous dire, j'ai été voir un préfet il n'y a pas très longtemps pour un projet, et je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas approuver ce projet. Il m'a répondu ceci: cher monsieur, si je n'approuve pas ce projet, je vais me faire tirer les oreilles par mon préfet de la région et peut-être même par la ministre. Donc je vais l'approuver. Alors je lui ai dit, mais monsieur le préfet, désolé, mais mes amis et moi vont sans doute devoir émettre un recours contre votre autorisation. Et alors il m'a dit, vous voulez faire un recours? Eh bien allez-y, mais ce n'est pas moi qui vous en dissuaderai. Les recours sont faits pour corriger les erreurs. Voilà où on en est. Alors les recours, déjà c'est un droit que tout le monde a aujourd'hui, et bien heureusement. Il y a beaucoup de recours aujourd'hui contre les projets éoliens, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Il ne faut pas se tromper d'indicateur aujourd'hui. Il ne faut pas regarder le nombre de recours comme un indicateur de l'acceptabilité par les Français de l'éolien. Toute personne peut déposer un recours. Une seule personne peut déposer un recours. Et on assiste en fait sur le terrain à une systématisation des recours, mais dans une logique de guérilla juridique totalement assumée, qui est d'ailleurs exprimée très clairement par les opposants. Certains sont d'ailleurs pas toujours des riverains. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a différents processus, différentes étapes dans un processus de développement d'un parc éolien, avec des autorisations, ce qui en effet permet à plusieurs reprises de déposer des recours. Et en fait, ce qu'on observe, c'est des stratégies de ralentissement, avec des recours qui sont déposés d'abord en première instance, puis ensuite en appel, avec les mêmes arguments, les mêmes moyens soulevés systématiquement. Donc on voit bien que le sujet, c'est plutôt de ralentir le développement de cette filière à travers une systématisation des recours. Mais ce n'est en aucun cas, je veux dire, c'est comme si on s'était fondé sur ce que pensaient les Français en lisant Twitter. On n'aurait jamais lancé de campagne de vaccination en France parce qu'on se serait persuadé que les 7% des Français qui sont sur Twitter, il y en a quelques-uns qui sont très véhéments et qui pensent que c'est n'importe quoi, et on se serait fondé là-dessus pour refuser de lancer une campagne vaccinale. Je pense qu'il faut faire attention vraiment sur les indicateurs qu'on utilise pour mesurer l'appréciation des Français sur l'acceptabilité de l'éolien aujourd'hui. Il faut bien voir que les gens qui font des recours luttent pour leur genre de vie, luttent pour leur maison, luttent pour leur famille. Ce n'est pas des maniaques de la procédure. Tout ça, ça leur coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ils le font quand même parce qu'ils sont obligés de le faire. On a un chiffrage, du coup, vous disiez qu'il y avait quand même beaucoup de... On estime à peu près à 70% les recours contre les projets. Ils sont facilités parce qu'il y a des kits tout prêts sur Internet pour instruire des recours, donc ça leur coûte du temps, mais heureusement certains sont là pour accélérer le processus. Certains peuvent réussir, bien sûr, mais il y en a très peu qui réussissent, et encore une fois, ce que je disais, c'est que ce qu'on a observé, c'est que très souvent, ce sont exactement les mêmes arguments qui sont utilisés en première instance. Lorsque le recours est rejeté, on redépose exactement la même chose en appel. Donc. Oui, mais c'est fini ça, il n'y a plus d'appel. C'est une mesure qui a été prise pour limiter les droits des opposants. Alors dans toutes affaires, vous et moi, nous pouvons aller devant un tribunal et puis ensuite, si nous ne sommes pas contents, nous pouvons aller en cour d'appel. Les opposants à l'éolien, du fait d'une loi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent aller directement dans la cour d'appel. Ils perdent un échelon. Ils perdent un échelon. Donc ils sont... Pourquoi ? C'est très simple. Ils sont maltraités par rapport à tous les autres Français.
Non, je ne crois pas qu'ils soient maltraités par rapport aux autres Français. La preuve, ils peuvent encore aller en appel derrière. Hein. On a supprimé un non, échelon vous voulez dire en cassation. Vous voulez dire en cassation. Dans l'évolution du cadre juridique. L'appel, il n'y en a plus. C'est fini. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé Votre profession a réussi à supprimer les appels. C'est parce que on avait un temps de développement, on continue malheureusement d'avoir un temps de développement tellement plus long que nos voisins européens. Et fort du constat qu'il s'agissait finalement toujours des mêmes arguments qui étaient avancés une première fois puis une deuxième fois, sans évolution aucune en général dans les arguments, c'est précisément pour ça que le gouvernement a considéré qu'il était tout à fait légitime, pour accélérer le développement de l'éolien en France, de directement basculer en effet à la cour d'appel. Voilà. Mais c'est simplement pour ça, c'est pour éviter un embouteillage. Ça ne remet évidemment pas du tout en cause la possibilité de déposer un recours contre un projet éolien. Donc les opposants sont discriminés. La loi impose une distance minimale d'implantation des éoliennes, mais aussi un seuil sonore à ne pas dépasser, donc qui est à 35 décibels. Reste que plusieurs riverains se plaignent de divers troubles physiologiques attribués aux éoliennes, donc notamment à cause du bruit, des pales, les ultrasons éventuels, les effrasons également. Alors je vais vous demander à vous, Alexandre Roche, est-ce que les éoliennes sont vraiment une nuisance pour les riverains ? Je ne pense pas qu'elles soient une nuisance pour les riverains. Vous évoquez l'acoustique. Là aussi, je suis désolé, mais je dois rappeler le cadre. Hein. On a un cadre très précis avec des seuils acoustiques qui sont aujourd'hui fixés à 35 décibels. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le bruit que fait une machine à laver quand on l'entend dans son appartement. C'est quelque chose d'assez limité, c'est le seuil maximum. Je ne dis pas que les éoliennes font nécessairement 35 décibels, elles peuvent aller jusqu'à 35 décibels. Ça, c'est le cadre qui est en place aujourd'hui. Si on devenait remarquer que ce seuil était dépassé, eh bien, là encore, le préfet a la capacité de demander à l'exploitant du parc un bridage, ce qu'on appelle un bridage, c'est-à-dire de ne pas faire fonctionner l'éolienne dans certaines conditions, peut-être de certaines conditions de vent particulières. Donc il y a des moyens d'éventuellement revenir pour rebaisser le niveau sonore en dessous de ce seuil de 35 décibels s'il est dépassé. Mais plus globalement, parce que là vous avez évoqué aussi la santé, etc., c'est souvent quelque chose qu'on entend. Là encore une fois, nous on regarde ce que disent les experts, l'Agence nationale de médecine qui n'a absolument pas établi de lien entre l'éolien et les insomnies par exemple, ou de lien en fait d'impact sur la santé. Il y a un élément qui est pour le coup quelque chose qui revient assez fréquemment justement quand on parle avec les riverains ou les sondages d'opinion, c'est le balisage lumineux. La nuit, vous avez sans doute pu constater que pour des raisons de sécurité aéronautique, qu'elles soient civiles ou militaires, et bien évidemment, on doit baliser les éoliennes, souvent avec un balisage clignotant. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut progresser. Il y a des travaux d'expérimentation qui sont en cours à l'heure où on se parle, pas des travaux d'expérimentation en chair, je veux dire, ou en bureau, des travaux sur le terrain, avec la Direction générale de l'aviation civile et le ministère des Armées pour étudier les différentes solutions de balisage alternatives qu'on pourrait mettre en place. C'est sans doute le sujet qu'il faut aborder en priorité et nous on espère au courant de cette année pouvoir arriver à un système de balisage alternatif comme j'expliquais avec une extinction totale en fait, de ces feux pendant la nuit. Voilà. Cher Alexandre Roche, votre réponse est énorme. Énorme, parce que les habitants proches des éoliennes subissent de graves nuisances. Alors, il y a le fait d'être dominé constamment par une haute structure métallique. Mais ça peut rendre les gens fous, d'avoir tout le temps ça au-dessus de leur tête. Bon, le bruit dont on parlait, mal maîtrisé. Un exemple, Échauffour, Orne. Ça fait la une des journaux régionaux depuis déjà 2 ans. Une enquête acoustique mal faite, un dispositif mal fait, les gens ne dorment plus à cause du bruit éolien, ils se plaignent, on arrête les éoliennes, on expertise, on recommence. Il y a 2 ans que ça dure, le problème n'est pas résolu. Donc il y a vraiment un problème d'acoustique. Les infrasons. La profession éolienne est dans le déni. Elle essaye de nier les infrasons, qui sont d'ailleurs liés, non pas physiquement, mais par leurs effets, au champ magnétique, au champ électromagnétique que les éoliennes émettent.
Bon, il y a eu des rapports disant circulaires, il n'y a rien à voir. Moi, j'ai assisté à un colloque scientifique international à Paris en 2018 où il y avait des témoignages accablants. Alors, c'est très variable, les effets, suivant les individus, suivant les lieux, suivant le relief, mais on ne peut pas nier les infrasons et les champs magnétiques. Il y a un élevage dans un endroit de Loire-Atlantique qui s'appelle Puceul, Pucel. Bon, là encore, ça fait la une de la presse régionale depuis des années parce que les vaches meurent les unes après les autres. Et on suspecte fort les champs magnétiques. Et puis il y a encore d'autres effets. Les ombres dansantes. Quand le soleil est bas, les pales interrompent les rayons du soleil et vous avez des ombres qui se mettent à danser dans les maisons. Ça vous rend un peu bizarre à la longue. Il y a des descentes de foudre. J'ai vu ça, des appareils ménagers qui sont écrabouillés par une descente de foudre. Alors le promoteur éolien paye dans ces cas-là. Enfin, c'est quand même pas très agréable. Moi, je suis témoin oculaire et auriculaire de tout ça. Je suis allé près de Coutances. Il y a 4 maisons autour d'une éolienne. Alors elle est toute seule et elle ne fait que 100 mètres de haut, donc c'est vraiment un cas presque mineur. Eh bien, la vie de ces 4 familles a été bouleversée par l'arrivée de ces éoliennes avec tous ces éléments dont je viens vous parler. Ils n'ont pas eu un atome de compensation. Ils n'ont même pas la ressource de vendre leur maison et d'aller ailleurs, parce que leur maison étant fortement dépréciée, ils ne peuvent pas racheter l'équivalent. Donc les nuisances, c'est vraiment une réalité que l'on nie systématiquement et qui est pourtant bien réelle. Alors, vous avez évoqué plusieurs points. Sur Échauffour, qui est un parc que vous avez évoqué, c'est justement la démonstration de ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il y a un sujet de dépassement de ce seuil acoustique, justement le préfet a la capacité de pouvoir intervenir. Et donc en ce moment, il y a des expérimentations qui sont en cours. On a raté le parc pour pouvoir créer finalement un T0 et puis pouvoir comparer avec... Il y a 2 ans que ça dure. L'acoustique est un sujet d'experts qui est en effet assez complexe et qui nécessite beaucoup d'études et il faut faire les choses sérieusement. Donc oui, ça met un petit peu de temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est précisément l'exemple parfait du fait que le cadre existe pour gérer le sujet si jamais il émerge. Vous avez parlé des vaches qui meurent. Bon, il faut un tout petit peu de sérieux. Il y a un organisme qui associe le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, les gestionnaires de réseaux de transport, puisque vous parliez de champs électromagnétiques. En fait, c'est le déplacement de l'électricité dans un câble qui crée le champ électromagnétique. Ce n'est pas l'éolienne elle-même directement qui le génère. Quel que soit le type de source qui pourrait être à l'origine d'un trouble pour un élevage, il y a cet organisme qui est là pour justement essayer de comprendre. Et il associe les différentes parties prenantes, des vétérinaires, le monde agricole fait partie de cet organisme. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a des rapports qui disent qu'il n'y a pas d'effet, etc. Mais en effet, pour l'instant, nous n'avons pas, avec l'ensemble de ces parties prenantes, réussi à identifier un lien clair entre l'éolien et les troubles sur les élevages. Parfois, ce qui est possible, c'est que le champ électromagnétique lié au courant électrique puisse créer un trouble, mais si c'est ça, eh bien, c'est quelque chose qui peut être identifié et qui peut être corrigé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de systématisme, il n'y a pas de lien immédiat, et encore une fois, il y a des remontées qui peuvent apparaître et qui sont traitées dans ce groupe-là. Et puis plus généralement, pour revenir sur les nuisances et finalement derrière, ce qu'on évoque, c'est un peu l'acceptation, encore une fois, par les riverains de l'éolien. Alors nous, quand on mène des études, des enquêtes de riverains, je ne parle pas de sondage d'opinion, je parle vraiment d'enquêtes menées auprès des riverains. Quand on emmène nous, on voit qu'en fait l'acceptation est très bonne, elle est même en général supérieure, proche des éoliennes et un peu moindre quand on s'éloigne. Une interprétation possible, c'est que finalement, les gens qui sont plus loin sont peut-être moins informés et moins associés au processus de développement. Donc ça, c'est peut-être des choses à retenir. Mais globalement, ces enquêtes sont positives. Alors évidemment, on nous rétorque immédiatement, oui, c'est la profession, enfin, c'est un peu le discours introductif, c'est la profession qui est forcément biaisée, etc. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est ne pas se tromper d'indicateur. Et il nous semble important que les pouvoirs publics mènent eux-mêmes cet exercice
de manière totalement indépendante auprès des riverains, des enquêtes riverains, parce que ça permettrait sans doute de faire la part des choses entre l'effet de loupe dont bénéficient les opposants à l'éolien, comme n'importe quel mouvement d'opposants aujourd'hui dans le débat public, dans les médias, il est logique qu'ils bénéficient plus d'un effet de loupe que ceux qui sont en soutien. C'est, je veux dire, quelque chose de très classique qu'on observe sur à peu près tous les phénomènes de société, tous les projets d'infrastructure, etc. Donc il y a cet effet de loupe aujourd'hui, c'est important qu'on puisse objectiver ça, et on pense que c'est les pouvoirs publics du coup qui doivent mener ce travail. Et puis dernier point, si on quitte la question des enquêtes riverains pour aller sur celle des sondages d'opinion, justement, l'IRSN, qu'on ne peut pas vraiment taxer d'être pro-Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qu'on ne peut pas taxer non plus d'être totalement pro-renouvelable et pro-éolienne, fait des études très intéressantes, très poussées, et surtout sur des périodes de temps longues, qui montrent que 82% des Français aujourd'hui soutiennent le développement des énergies renouvelables, avec des parts très élevées de développement également pour l'éolien. Donc, on a ces sondages d'opinion, on a les enquêtes riverains qu'on a menées nous, qui nous confortent dans l'idée que finalement une grande majorité des Français, y compris des riverains, sont plutôt en acceptation, mais il est important que ce travail d'objectivation soit poursuivi et sans doute mené plus directement par les pouvoirs publics. Tout ce que vous venez de dire est inaudible pour les gens qui souffrent et dont la vie a été bouleversée. Alors je voudrais revenir un instant sur ce fameux sondage suivant lequel 82% des Français seraient favorables à l'éolien. Moi, j'ai regardé le sondage, il est biaisé. On commence par dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour lutter contre le dérèglement climatique ? Bien sûr, tout le monde répond oui. Comment répondre autrement ? Question d'après, est-ce que vous êtes d'accord pour l'éolien ? Donc on établit un lien entre la lutte pour le climat et l'éolien, et nous allons y venir tout à l'heure. Vous niez le fait qu'il y a un lien entre l'éolien je le nie parfaitement, et je vais y venir. L'éolien n'est pas du tout utile dans la lutte pour le climat, il est nuisible, et je le démontrerai tout à l'heure. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un changement climatique quand même déjà ? Oui, parfaitement. Je prends le changement climatique très au sérieux, mais je pense que l'éolien est la pire solution. Voilà, et c'est ce qu'on cache aux Français. Selon l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, les éoliennes ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre en se substituant aux centrales fonctionnant au fioul, au gaz et au charbon. La France est déjà un des meilleurs élèves au monde avec 90% d'énergie décarbonée, donc évidemment grâce au nucléaire principalement. Mais selon les travaux de l'ingénieur en énergie et climat Jean-Marc Jancovici, en fait, plus on développe des éoliennes, plus on contribue à la diffusion des gaz à effet de serre, selon lui. Alors je vais vous demander à vous, Pascal, est-ce que les éoliennes sont vraiment efficaces contre l'effet de serre ? Alors, elles sont totalement inefficaces et même nuisibles. Alors, je suis tout à fait Jancovici, qui est un brillant esprit et très, 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 très solide. Et bien entendu, mes propos, j'y incite, sont valables pour la France. Ça n'est pas valable pour l'Allemagne, qui est dans une situation différente. Ça n'est pas valable pour les pays tropicaux. Bon, en France, nous avons depuis longtemps une faible proportion d'électricité fournie par les sources fossiles, dû au fait que nous avons le nucléaire et nous avons une assez bonne hydroélectricité. En 2019, qui est la dernière année avant les bouleversements dus à la provisoire, j'espère, dus à la pandémie, les sources fossiles ne produisaient plus que 7% de notre électricité. Bon, depuis, en 2 ans, on a quand même mis en place pas mal d'éoliennes, pas mal de capteurs voltaïques, donc si on retrouvait une année normale, peut-être l'apport des sources fossiles serait aux environs de 5% dans notre production d'électricité. On ne peut plus baisser davantage. On a baissé, l'éolienne a contribué à cette baisse, et le gaz en a profité aussi pour accroître sa part. Au cours des 12 dernières années, la part du gaz dans notre production d'électricité a augmenté d'1 tiers. Et ça, c'est dû à l'éolien, parce qu'il y a un mariage forcé entre l'éolien et le gaz. Alors je m'explique. Le gros défaut de l'éolien, c'est l'intermittence. Une éolienne dans notre pays ne fonctionne en moyenne qu'à 25% de sa puissance. Alors ça veut dire que la plupart du temps, ou bien elle est arrêtée, ou bien elle fonctionne au ralenti, 25%. Bon, il faut bien que les usagers, vous et moi, aient une alimentation régulière. Donc il faut qu'on aille chercher le complément, qui est même plus qu'un complément, puisque c'est 75 par rapport à 25, on va le chercher ailleurs.
c'est ailleurs, dans l'état actuel de la technique, ne peut être que le gaz. Et c'est pour ça que chaque fois que l'éolien se développe, maintenant en France, on est obligé de recourir aussi au gaz. On est en train de construire une centrale au gaz à Landivisiau, Finistère. Ça montre bien qu'il y a un besoin de gaz. Or, le gaz, il est polluant. Hein. Sa combustion, il est moins polluant que le charbon, d'accord, mais il est quand même polluant. Il n'est pas renouvelable, hein, c'est un fossile, et il est de plus en plus russe. C'est-à-dire que plus nous consommerons de gaz, plus nous nous mettrons dans la dépendance de la Russie. Donc c'est pour ça que je dis que l'éolien, non pas en lui-même, mais par son mariage forcé avec le gaz, dans la situation française, est un ennemi du climat. Il est ennemi du climat pour cette raison, et il l'est pour une autre que nous allons sans doute voir tout à l'heure, c'est qu'il pompe d'énormes ressources financières pour n'avoir aucun effet sur le climat, et ces ressources seraient bien plus utiles dans d'autres domaines. Je pense que vraiment là, il faut faire preuve de responsabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous avez raison, le mix électrique français, il est décarboné en très grande partie aujourd'hui grâce à 25% à peu près d'électricité renouvelable et à 75% d'électricité nucléaire. Et puis après, bon, il y a toujours, comme chaque année, un peu de fossiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système qui est très décarboné. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une partie des oppositions à l'éolien se fondent sur le fait qu'elles pensent en effet que l'éolien ne sert à rien dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est vraiment se tromper de combat, parce que l'enjeu collectif pour nous tous, c'est bien de maintenir ce mix décarboné à l'avenir. Si vous regardez la consommation énergétique en France, l'électricité, c'est à peu près 25% de notre consommation énergétique. Donc on a des enjeux très forts sur d'abord décarboner l'usage de la chaleur, l'usage des transports. Pour ça, il y a différentes sources d'énergie renouvelable possibles. L'éolien peut y participer à travers l'électrification des usages et puis à travers la mobilité électrique. Mais globalement, il y a d'abord la chaleur et les transports à décarboner. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de maintenir le mix électrique décarboné dans les années qui viennent. Or, on sait bien qu'on a un parc de production qui est aujourd'hui vieillissant, qu'il va falloir renouveler. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc, il faut maintenir notre capacité à lutter contre le changement climatique et garantir une sécurité d'approvisionnement. Et quand je disais qu'il faut faire preuve de responsabilité, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, développer l'éolien, c'est permettre la poursuite de ce mix électrique décarboné et garantir à long terme la sécurité d'approvisionnement. S'y opposer, c'est justement mettre en danger ces deux capacités-là. Et je pense que c'est un sujet qui est grave, qui est réel. Quand on regarde les scénarios de long terme développés par le gestionnaire du réseau de transport RTE, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important parce que ça va vraiment baliser la discussion, sans doute à l'automne, notamment pendant la campagne présidentielle. On voit que tous les scénarios de décarbonation qui vont donc permettre de maintenir un mix décarboné, tous les scénarios, y compris ceux qui actent très clairement la relance du nucléaire à travers de nouveaux EPR, font le constat sur la base de 1. Notre capacité à lutter contre le changement climatique et 2. Maintenir une sécurité d'approvisionnement, notamment en hiver, du besoin d'environ 50%, à minima 50% d'électricité renouvelable. Donc, et j'en viens au sujet du changement climatique, s'opposer à l'éolien et aux autres sources d'électricité renouvelable, c'est faire prendre du retard à tout le monde, et nous positionner dans une situation où on ne sera pas capable de maintenir ce mix décarboné. Et c'est là que le gaz, M. Card, va intervenir. Les énergies fossiles, elles vont venir du faible développement des énergies renouvelables, et pas l'inverse. Et alors quand j'entends, je suis désolé parce que je l'entends tout le temps et ça commence à bien faire, quand j'entends que les éoliennes tournent 25% du temps, c'est faux, vous le savez très bien. Les éoliennes tournent plus de 80% du temps, elles ont un facteur de charge de 25%. Ça veut dire qu'elles produisent leur capacité de production maximale pendant 25%. Ça ne veut pas dire qu'elles tournent que 25% du temps. Et ça, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, et alors ? C'est quoi le problème ? Ce serait un problème en soi si on n'avait que l'éolien terrestre aujourd'hui. Fort heureusement, on a encore une fois le plus grand gestionnaire de réseau de transport en France, qui s'appelle RTE, qui depuis des dizaines d'années est capable d'agréger différentes sources de production, de piloter la demande. Vous vous souvenez sans doute peut-être... je ne sais pas si vous aviez EJP, étant plus jeune, ce programme qui permet finalement de contrôler nos ballons d'eau chaude à distance, donc le pilotage de la demande, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis les années 70. Les interconnexions, on est un pays interconnecté, on a des capacités, on est très exportateur net d'électricité, mais on peut aussi importer. Donc
tous ces moyens de flexibilité-là, ils existent. Et le fait que l'éolien ait un facteur de charge de 25%, ce n'est pas un problème. Je reviens quand même sur les 25%. Nous sommes tout à fait d'accord, vous et moi, pour constater que la plupart du temps, ou bien les éoliennes sont arrêtées, ou bien elles fonctionnent au ralenti. Il faut bien que quelqu'un prenne le relais. La plupart du temps, ça veut dire plus de 50%. Or non, c'est faux. Enfin, le bilan de tout ça, c'est 25%, mais ce que je viens de dire est une vérité objective. La plupart du temps, elles tournent au ralenti ou elles ne tournent pas du tout. Mais non. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas prétendre que les éoliennes, la plupart du temps, ne tournent pas alors que... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la plupart du temps, elles tournaient au ralenti. Il faut bien que quelqu'un prenne le relais et quelqu'un compense. Alors j'en viens maintenant au nucléaire. Vous dites qu'il va falloir le remplacer. Désolé, les Américains ont autorisé récemment 2 centrales éoliennes près de Miami, centrales nucléaires près de Miami, à vivre jusqu'à leur 80e anniversaire. Bon, les centrales américaines sont à peu près du même type que les centrales françaises. Et puis il y a d'autres centrales américaines qui ont demandé la même prolongation. Donc, les Américains n'étant pas des fous, moi j'en infère qu'il est normal d'espérer une vie de 80 ans pour les centrales nucléaires de ce type, ce qui veut dire que notre parc à nous a en moyenne environ 40 ans devant lui. Donc pourquoi se dépêcher de construire des éoliennes et d'implanter des capteurs photovoltaïques à grands frais, alors qu'on a une ressource amortie, pas chère, et qui peut durer peut-être encore 40 ans. Et vous en avez aussi contre le solaire maintenant. Oui, mais désolé, parce que ça va ensemble. C'est marrant parce que le président de l'autorité de sûreté nucléaire s'est exprimé récemment sur ce sujet, et lui, il était plutôt inquiet du faible développement des énergies renouvelables électriques. Il ne le faisait pas parce que c'est un pro-renouvelable convaincu, mais il le faisait parce qu'il constate qu'aujourd'hui, la prolongation du parc, elle peut sans doute être possible dans certaines conditions, et c'est peut-être souhaitable, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est une option qui, à un moment donné, finira bien aussi par trouver ses limites. Donc on reviendra... Oui, 40 ans. On reviendra. 40 ans. Alors, ça nous permet de ne pas nous dépêcher. Si votre proposition, c'est de poursuivre l'ensemble du parc actuel à 80 ans, voilà. Bon, on est bien d'accord. J'enregistre votre accord. Je n'ai pas dit... pas du tout, parce que c'est un sujet que je ne connais pas, et je pense que, encore une fois... Vous devriez d'urgence vous y appliquer, parce que c'est vraiment la clé de notre problème. Donc, d'accord, mais alors... qu'est-ce qu'on fait si jamais, admettons, je ne sais pas, que l'autorité de sûreté nucléaire ne soit pas tout à fait d'accord, on fait quoi? On revient au débat qu'on a eu tout à l'heure. Il y a plusieurs options décarbonées sur la table, ça sera aux politiques d'en décider. Quel que soit le chemin de décarbonation qu'on choisira, il faudra 50% d'électricité renouvelable. Et j'inclus bien entendu les scénarios avec du nouveau nucléaire dans ce cas-là. Ça c'est un acte de foi, mais ça ne repose sur aucune démonstration. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc toujours l'ADEME, lorsque l'on se penche sur les chiffres à l'échelle d'une année, on constate qu'une éolienne produit autant d'électricité que si elle avait tourné 20 à 25% du temps à capacité maximale. Les éoliennes sont-elles rentables donc, en termes de production d'énergie? Monsieur Roche. L'éolien terrestre aujourd'hui, puisqu'on a en France que de l'éolien terrestre, on n'a pas encore d'éolien en mer, a couvert l'année dernière à peu près 8% des besoins électriques de la France. Voilà, ça c'est le chiffre qui permet de répondre très directement à votre question. Après, en dynamique avec le temps, on voit que l'éolien en mer va finir par arriver également dans le mix. Les premiers parcs, celui de Saint-Nazaire en particulier, devraient tourner à l'été 2022. Puis ensuite, il y aura une série d'autres parcs qui ont eux aussi connu de nombreux recours, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais qui vont finir par sortir et qui vont pouvoir apporter leur contribution additionnelle en complément du développement de l'éolien terrestre. Donc, l'éolien terrestre et maritime, à terme, vont apporter une contribution majeure à la production d'électricité en France. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder le sujet en silo. Ce ne seront pas les seules technologies sur lesquelles on se fondera. Il y aura de l'hydroélectricité, comme vous l'avez évoqué, du solaire, peut-être des énergies marines renouvelables. Il y a différentes sources, différentes options technologiques qui sont sur la table. Donc en tout cas, voilà la réalité de la situation aujourd'hui. C'est 8% de la couverture électrique française, avec, et c'est important, je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de la sécurité de l'approvisionnement, une production éolienne qui est supérieure pendant l'hiver, où on a justement
besoin de plus d'électricité parce qu'on a un parc qui est ce qu'on appelle thermosensible, c'est-à-dire qui est assez dépendant du chauffage électrique encore aujourd'hui, qui crée donc des pointes de consommation pendant les périodes hivernales. Ça tombe bien, c'est justement les périodes durant lesquelles l'éolien terrestre produit. Et j'ajoute un dernier point avant de laisser la parole à M. Carr. L'éolien en mer, on parlait du facteur de charge, vous l'avez très bien expliqué, c'est le fameux 25%, c'est le facteur de charge, mais donc l'éolien, je répète, tourne beaucoup plus que ça, à peu près un peu plus de 80%. Le facteur de charge de l'éolien en mer, pour le coup, il est de 45 à 50%. Il est donc quasiment le double de l'éolien terrestre. Donc là aussi, quand on regarde la situation de notre réseau électrique, on a clairement des besoins, par exemple sur la Bretagne aujourd'hui, qui est une zone où on a une peut-être faiblesse du réseau électrique. On aura besoin, pendant l'hiver notamment, du complément de l'éolien en mer pour garantir la sécurité d'approvisionnement dans cette zone-là. Donc voilà un petit peu les perspectives telles qu'elles se dessinent dans les 10 années à venir. Et dernier point, c'est important, quand je parlais tout à l'heure de est-ce que c'est un problème ou pas que l'éolien produise et un facteur de charge de 25%, je disais non, parce que, encore une fois, les simulations menées par le gestionnaire de réseau de transport, donc c'est la responsabilité première de garantir que l'offre et la demande soient en tout temps se rejoignent. On n'a pas besoin de pari technologique ou de rupture majeure pour incorporer les volumes qui sont prévus dans la PPE dans les 10 années à venir. La question se posera après 2035, où là, on a besoin de flexibilité additionnelle, et il y aura là aussi différentes options, que ce soit les interconnexions, le pilotage de la demande, le stockage, etc., qui devront entrer en jeu. Mais en tout cas, à moyen terme, sur la période de la PPE actuelle, jusqu'en 2030-2035, on peut tout à fait, le système électrique tel qu'il est aujourd'hui, peut tout à fait s'accommoder de ces productions variables additionnelles. Alors votre 8%, je le signale, est un chiffre 2020. Donc une année chahutée par les conséquences de la pandémie et pas forcément significative. Bon. Mais surtout, je reviens à la question posée qui est est-ce que l'éolien peut assurer une production rentable ? Alors je distingue les investissements et le coût de production. Les investissements. Bon, j'ai fait un calcul. Si on exécute le programme officiel appelé PPE, d'ici à 2035, nous devons mettre au rencard 12 réacteurs, en plus des 2 de Fessenheim, qui ont été déjà arrêtés. Bon, pour mettre en place ces 12 réacteurs, pour les assortir du réseau correspondant, parce que les éoliennes et les capteurs qui vont essayer de remplacer ces 12 réacteurs, ils vont être répartis dans l'ensemble de la France. Donc il va y en avoir partout, et il faut un réseau extrêmement ramifié qui, pour le moment, n'existe pas. Il va falloir donc créer ce réseau, et aussi créer une force de secours, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour le gaz, pour pallier l'intermittence des éoliennes et des capteurs photovoltaïques. Bon, j'ai fait un calcul qui est dans mon livre, que vous pouvez vérifier, et je trouve, d'ici à 2035, 145 milliards. Excusez du peu. Bon, en contrepartie, la solution opposée consiste à conserver en bon état ce beau parc nucléaire ancien que nous avons. Alors pour ça, il faut faire des dépenses de sécurité et de modernisation qu'on appelle le grand carénage. Bon, pour mon calcul, d'ici à 2035, 13 milliards. Oui, 145 d'un côté, 13 de l'autre. Donc l'éolien, disons 2 tiers d'éolien et 1 tiers de photovoltaïque, c'est le calcul que j'ai fait. C'est un gouffre. C'est un gouffre en termes d'investissement. On dépense des sommes énormes pour n'avoir aucun effet sur le climat, puisque la continuation du nucléaire donnerait le même résultat en termes de climat. Ça, c'est l'investissement. Alors j'en viens maintenant au coût de production, et là, la référence, c'est le nucléaire ancien. Il a un coût de production, disons un coût marginal, puisque les installations elles sont amorties, il ne faut pas les compter une deuxième fois. Donc le coût marginal, y compris les dépenses de grand carénage dont je parlais tout à l'heure, ce coût est de 33 € le mégawattheure. Un mégawattheure, c'est 1000 kWh. Ce chiffre de 33 € est officiel. On le trouve, c'est pas moi qui l'ai inventé, on le trouve dans les documents. Ça, c'est la référence. Alors ensuite, nous avons l'éolien terrestre.
Bon, l'éolien terrestre, dans les meilleurs cas, c'est-à-dire les meilleurs appels d'offres, les meilleures situations, on arrive aux environs de 55 € le mégawattheure. 33 d'un côté, 55 de l'autre. Mais ce n'est pas fini, parce que comme je le disais, pour l'éolien terrestre, il faut ajouter un réseau qui n'existe pas, alors que dans le cas des nucléaires, il existe. Les lignes de haute tension, elles existent. Il faut ajouter ça. Il faut ajouter la force de secours en gaz, Landivisio et compagnie. Bon, ça double presque le chiffre de 50. Enfin, c'est une augmentation de gaz. Vous avez on crée des éoliennes en Bretagne et à côté de ça, on crée une centrale nucléaire. Bon, vous avez donc un chiffre de 55, mais qu'il faut presque doubler. Ça, c'est les meilleurs cas. Mais la grande masse des projets éoliens échappe aux appels d'offres, et là, ils sont très bien rémunérés, donc ça coûte à la collectivité 91 € le mégawattheure, plus le coût du réseau et le coût de la force de secours. Vous voyez un peu les écarts, 33 €, 55 plus la sauce, 91 plus la sauce, et alors l'éolien en mer, alors c'est la pure catastrophe, Saint-Brieuc, 155 € le mégawattheure, à comparer aux 33 qui sont ma référence. Et là encore, il faut ajouter le réseau qui est pris en charge par la collectivité. Alors vous allez me répondre, ah oui, mais il y a Dunkerque. Le miracle de Dunkerque, on a inventé de créer un projet à Dunkerque, et là, ça coûte vraiment pas cher, ça sera seulement 44 € le mégawattheure. Hurrah, l'éolien en mer est devenu compétitif. Hélas, deux fois hélas, Dunkerque n'est pas du tout significatif. C'est sur notre petit bout de mer du Nord. C'est pas profond. C'est un peu comme au Danemark, en Hollande et en Angleterre. Les autres mers françaises, elles sont profondes. Et ça change tout en termes de construction, en termes de maintenance. Et puis, autre, hélas, Dunkerque est particulièrement mal choisi, parce que c'est le Pas-de-Calais, il y a une navigation intense, il y a en plus de la pêche. Les Belges n'ont même pas été consultés. Les Belges se réveillent et disent « mais vous allez nous mettre une grande centrale éolienne en mer qui va nous gêner, qui va vraiment nous pourrir la vie. Nous nous opposons à ça, nous allons aller devant les tribunaux. » Donc le miracle de Dunkerque est en train, par précipitation, de se transformer en fiasco. Alors je dis non, vraiment, l'éolien n'est pas quelque chose de rentable, loin de là. Mais je ne comprends pas trop, parce que vous comparez des pommes et des poires. C'est-à-dire que vous revenez au débat précédent où vous comparez des investissements amortis à des investissements dans une nouvelle source décarbonée. Et c'est ça, encore une fois, je ne veux pas me prononcer sur faut-il ou pas prolonger le parc nucléaire actuel, etc. C'est à l'autorité de sûreté nucléaire de le dire. Mais il y a bien un moment où il faudra réinvestir dans le système. Et je sais que ce n'est pas facile à... Peut-être dans 40 ans, mettons 30 si vous voulez, ça nous laisse du temps quand même. Je ne pense pas que beaucoup de gens partagent ce point de vue. Je pense que les besoins en réinvestissement, regardez un petit peu ce qui se passe dans le secteur de l'énergie, je pense que les besoins en réinvestissement dans le secteur énergétique, pour encore une fois le maintenir décarboné et garantir une sécurité d'approvisionnement, ils vont arriver bien plus tôt. En tout cas, des décisions vont devoir être prises bien plus tôt. Regardez les Américains, c'est pas des fous. Les Américains ont un système d'alimentation électrique qui est beaucoup plus faible que le nôtre. Le nombre d'heures durant lesquelles ils ont des interruptions est bien supérieur au nôtre. On a aujourd'hui le système électrique le plus fiable du monde. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la durée des centrales nucléaires. Mais je ne pense pas que les États-Unis soient nécessairement un modèle à suivre. Mais encore une fois, comparons des choses qui sont comparables. Vous devez comparer des investissements dans des nouveaux moyens de production décarbonés, avec des nouveaux investissements dans d'autres moyens de production décarbonés. Vous comparez aujourd'hui un investissement amorti avec l'éolien. Bon, c'est pas, encore une fois, une base de comparaison qui est fiable. Les investissements dans le photovoltaïque ou l'éolien, que ce soit en mer ou à terre, à l'époque, oui, ça a été un investissement au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'était des filières qui étaient chères, parce qu'elles étaient encore moins matures. Elles étaient donc, pour certaines, plus chères, voire bien au-delà du prix du marché de l'électricité, mais ça aurait été scandaleux si ça n'avait pas permis à ces filières d'abaisser leur prix de manière drastique. Or, l'efficacité du soutien public, elle est là. Aujourd'hui, sur le solaire, on regarde les prix qui sortent en appel d'offres, ils sont extrêmement bas, de l'ordre de 55 €.
Le solaire, l'éolien terrestre, on est aux alentours de 65 €, et l'éolien en mer, on est à 44. Alors vous dites Dunkerque, c'est un miracle, etc. Et vous mentionnez la Belgique. La Belgique, ils ont 1,8 gigawatts d'éolien en mer sur 60 km de côte. Nous, on en a 0, alors qu'on a le deuxième trait de côte le plus étendu d'Europe. Donc, il y a évidemment un potentiel pour réaliser beaucoup d'éolien en mer sur les côtes françaises. On estime qu'il faut utiliser 3% de l'espace maritime pour faire 50 gigawatts d'éolien en mer. C'est l'objectif d'ailleurs que le Premier ministre a indiqué au Conseil interministériel de la mer début janvier. Et bien sûr, ça demandera une planification et une coexistence entre les différents usages. Mais moi, j'ai vécu 15 ans en Belgique, j'ai très souvent été sur la côte belge. Je peux vous dire qu'en termes de conciliation des usages, entre le rail maritime, qui est le plus fréquenté du monde juste en face, les besoins militaires, les besoins récréatifs, etc., ils ont réussi à mettre 1,8 gigawatt dans cette zone-là. Je pense que nous, en France, on n'est pas plus bêtes et on va réussir à développer un peu d'éolien en mer également. Et non, je ne pense pas que Dunkerque soit un miracle. Évidemment, les premiers parcs étaient plus chers. Je rappelle aussi qu'ils se sont accompagnés, les 6 premiers parcs éoliens en mer se sont accompagnés d'une vraie structuration industrielle sur le territoire. Il y a 11 usines aujourd'hui en Europe qui produisent des composants pour l'éolien en mer. Il y en a 3 qui sont en France sur ces 11-là. Il y en a une à Cherbourg, une à Saint-Nazaire et il y en a une en construction qui fera à la fois des pales et des nacelles au Havre. C'est une filière qui a créé 1500 emplois l'année dernière, qui en créera sans doute au moins autant encore en 2021. Donc oui, on a avec l'éolien en mer justement l'exemple d'une filière qui non seulement est devenue compétitive et qui en plus est accompagnée de l'arrivée sur le territoire français des grands champions de la filière. LM Wind, l'usine de Cherbourg que je suis à visiter, produit aujourd'hui les plus grosses pales d'éoliennes au monde, éolien en mer. Elle fournit les parcs américains, puisque vous souhaitez constamment faire référence aux États-Unis. Elle va fournir des parcs britanniques et elle fournira évidemment ensuite les parcs français qui, on l'espère, vont arriver prochainement. Donc voilà, on est aujourd'hui sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution naturelle. Quand on regarde un petit peu, vous évoquiez le fait qu'il faut rester en France, bon, faut quand même aussi un petit peu regarder les tendances au niveau international, les investissements, la manière dont ils se dirigent vers les renouvelables, dont les acteurs aujourd'hui changent de regard sur ces filières-là, qui justement sont devenues matures et compétitives. Et on ne va pas rester, nous, en France, à côté de cette vague de fonds. Et ce serait vraiment dommage de rater le train une deuxième fois, puisque on a déjà eu un petit retard à l'allumage sur plusieurs filières renouvelables. Maintenant qu'on a enfin des technologies compétitives, ce serait dommage de s'en priver. Et je terminerai par ça, parce que vous parliez, ça c'était pour les investissements, vous parliez des coûts de production. Le soutien public aux renouvelables, il a été important, mais c'est le coût du passé, c'est le coût de cet effet d'apprentissage, c'est cet investissement que j'évoquais. Les futurs parcs, que ce soit éolien terrestre, solaire et autres, ils vont quasiment rien coûter, ou très peu. Les chiffres qui sont dans la PPE, c'est entre 3,6 et 9 milliards d'euros pour l'éolien terrestre, pour les objectifs, si on atteint les objectifs de la PPE. Donc 3 à 9 milliards d'euros, à l'échelle d'un investissement dans le domaine énergétique, c'est quelque chose de très très limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le soutien public va jouer non pas comme quelque chose qui va accompagner la technologie pour baisser ses coûts, mais simplement comme une garantie. C'est-à-dire que si le prix de marché passe en dessous d'un certain niveau, il y aura cet effet de coussin, de garantie. Dans l'autre sens, si le prix de marché dépasse celui auquel le candidat avait soumis son offre pour produire de l'électricité éolienne, eh bien, il devra rembourser au budget de l'État. Donc c'est ça le mécanisme en fait, qui est en place, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les coûts futurs vont être extrêmement limités. Le coût du soutien public, il est important, mais il est du fait des investissements passés. Vous ne pouvez pas éviter la comparaison entre le nucléaire actuel et les renouvelables éoliens et photovoltaïques, puisque le choix économique, en simplifiant bien sûr, c'est ou bien nous gardons notre nucléaire ancien le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à la 80e année, ou bien nous les arrêtons beaucoup plus tôt et nous faisons à tour de bras de l'éolien et du photovoltaïque. Donc la comparaison est inévitable. La comparaison, vous ne pouvez pas l'éviter. Et je l'ai faite, la comparaison tout à l'heure. C'est ce que je veux dire, M. Carr. Vous l'avez faite, la comparaison, c'est 33. Il faudra comparer avec le nucléaire aussi. Non. Peu m'importe dans l'immédiat le nouveau nucléaire, moi je m'intéresse à l'ancien qui pour le moment suffit à nos besoins. Et j'ai rappelé le coût de référence, le coût marginal, c'est-à-dire ce qu'il faut dépenser pour pour continuer la production, 33 € le mégawattheure en nucléaire ancien.
L'éolien, en laissant de côté ceux qui sont en appel d'offres, l'éolien pour la plupart des projets, 91 € plus la sauce. Mais il n'y a pas débat. Hein. L'éolien économiquement devrait être hors jeu, complètement hors jeu. C'est pas une approche responsable, je suis désolé. Vous ne pouvez pas éviter cette comparaison. Vous ne pouvez pas dire. Vous fuyez une comparaison inévitable. Alors j'en viens maintenant. Non, mais pas du tout. J'en viens maintenant à la Belgique. Bon, je ne suis pas la comparaison, mais vous ne pouvez pas dire on va rien faire, puisque c'est ce que vous proposez. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que s'arrêter, donc un moratoire sur toutes les électricités renouvelables, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura besoin de nouveaux moyens de production décarbonés à l'avenir. Si votre offre, j'ai pas lu le bouquin, mais si votre conclusion c'est on fait rien, on reste avec le système existant, je pense qu'en effet on va pas aller très loin. Et je pense qu'il y a un sujet de responsabilité en termes de lutte contre le changement climatique et de lutte et de maintien de la sécurité d'appro. Ce qui va se passer, c'est qu'on va en effet investir dans beaucoup de gaz. Mon sentiment, c'est que vous avez une bonne trentaine d'années devant nous et qu'il y a de grands espoirs du côté nucléaire. Alors je dis des espoirs, je ne donne pas de certitude. Les neutrons rapides qui produiront sans déchets, et puis la fusion nucléaire qui a d'immenses possibilités. Je reviens à la Belgique dont vous avez parlé. La Belgique, c'est vrai, ils ont fait beaucoup, mais c'est justement ça qui explique la saturation du côté de Dunkerque, c'est que Dunkerque, venant s'ajouter à tout ça, rend les choses impossibles, sinon désagréables. En tout cas, Dunkerque ne peut pas être une référence pour le reste des côtes françaises. Et le projet de votre profession au niveau européen, je ne vise pas la profession française, c'est de corseter complètement la France d'éoliennes en mer avec de temps en temps un goulet par lequel puisse passer les navires. Mais c'est monstrueux, on ne va quand même pas faire ça. L'éolienne a une durée de vie de 20 à 30 ans, puis elle est démantelée. Le problème se pose a priori au niveau du recyclage. D'après l'association France Énergie Éolienne, elle peut être recyclée jusqu'à 95%. Puisqu'une éolienne est constituée de béton, d'acier à 90% pour ce qui est du mât, et à 10% de fibres de verre ou de carbone pour les pales. Donc entre l'exploitation de terres rares, la conception de pales avec des matières composites, fibres de verre, etc., je vais vous demander à vous, du coup, Monsieur Roche, est-ce que les éoliennes sont vraiment écologiques ? Je pense que c'est une filière qui est sans doute, quand on regarde un petit peu d'autres filières, extrêmement exemplaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pales en matériaux composites posent des questions en termes de recyclage. Aujourd'hui, elles sont valorisées énergétiquement. En réalité, aujourd'hui, il y a très peu de volume. Alors, quand vous dites qu'elles sont valorisées, ça veut dire qu'on les brûle, elles servent... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est... En cimenterie, en général. Mais en fait, le premier élément, c'est qu'il y a déjà très peu de volume pour l'instant, qui ont été démantelés tout simplement parce que vous l'avez évoqué, on n'est pas encore arrivé à la fin de vie de ces premiers parcs. Donc, les volumes de déchets vont arriver un petit peu plus tard. En effet, 95% des matériaux qui composent l'éolienne en dehors des pales, ce sont des matériaux très classiques qui disposent déjà de filières de recyclage, que ce soit de l'acier, du béton, des choses comme ça. Mais ce qui est important, et pourquoi je disais que c'est une filière exemplaire, c'est une filière qui a désormais des objectifs inscrits réglementairement parlant dans le dispositif qui encore une fois encadre le développement de l'éolien. Il y a des obligations de recyclage. À partir du 1er janvier 2022, 90% de la masse des éoliennes, je parle des anciennes comme des futures, devront être recyclées. Et puis ensuite, il y aura un palier en 2024 où on montera à 95%. Et en parallèle, il y a une obligation d'excavation totale des fondations en béton. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres industries qui se sont engagées à excaver de manière systématique les fondations en béton. Moi, j'en ai pas en tête. Donc, objectif de recyclage, excavation totale des fondations en fin de vie et une masse qui est aujourd'hui déjà très largement recyclable. Reste la question, en effet, des pales en matériaux composites. C'est un sujet sur lequel il y a sans doute une réponse plus globale de filière à apporter. Quand je dis filière, je veux dire filière utilisatrice des matériaux composites. L'éolien n'est évidemment pas la seule industrie utilisatrice de matériaux composites. Il y a l'aéronautique, les trains, etc. Donc il y a sans doute quelque chose à faire de manière globale pour mieux appréhender ces sujets-là. Et il y a déjà aujourd'hui des travaux d'éco-conception pour concevoir des pales qui demain seront plus facilement, dans lesquels on pourra plus facilement séparer en fait les différents types de fibres pour pouvoir plus facilement les réutiliser et les recycler. Donc voilà la situation aujourd'hui, un cadre très clair des objectifs de recyclage, des obligations d'excavation des fondations et une masse qui est aujourd'hui à 90%, 95% déjà recyclable.
Je crois qu'on ne peut vraiment pas dire que la filière française est exemplaire, puisque pour le moment, elle n'a pas encore montré ce qu'elle savait faire et ne pas faire. Le problème du recyclage, du démantèlement, on commence à peine à l'aborder. C'est maintenant, c'est dans les années qui viennent qu'on va voir. Alors il y a des règlements, c'est vrai. C'est facile de faire des décrets, des arrêtés. Ça, les ministères sont très forts pour ça. Qu'est-ce qui va être appliqué? Est-ce que vous croyez vraiment que vos adhérents vont excaver pour chaque éolienne arrêtée oui, je crois vraiment, parce qu'ils l'ont déjà fait. ou 2000 tonnes de béton? On va voir, je ne me prononce pas, je me permets de poser la question. Pas 2000 tonnes, c'est 700 tonnes une fondation d'éoliennes. Non, mais attendez, il y a déjà eu des expériences de démantèlement. Non, c'est pas difficile, il y a déjà eu des expériences de démantèlement. Les premières éoliennes qui étaient situées dans le sud de la France ont déjà été démantelées, elles ont été découpées. Elles sont parties en filière de recyclage. Et c'était des petites éoliennes. Et les fondations ont été démantelées. Donc voilà, vous me répondez, est-ce que je crois vraiment elles étaient petites par rapport aux actuelles. Bon. Et en général, on applique à peu près les règles. Quand même, je ne me prononce pas, on verra. En tout cas, ces sujets sont extrêmement difficiles et la partie n'est jamais gagnée d'avance. Exemple, les États-Unis, comme vous le savez, il y a 14 000 éoliennes qui sont en train de rouiller parce que personne n'a eu le courage et l'argent de les démonter et de les recycler. Alors, quant au problème des pales, qui sont faites de fibres extrêmement serrées, extrêmement résistantes, vous avez raison de dire que le problème n'est pas résolu. C'est un vrai problème. On les brûle. C'est pas bon, ça fait des particules et du carbone. Est-ce qu'on va arriver un jour à les recycler? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est en tout cas une question qui se pose. Du coup, je vous remercie infiniment pour ce débat de qualité. Et pour nous, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée en septembre. Merci.